Quelle est la bonne méthode? Et est-ce que vous savez seulement s'il y en a une après la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara? C'était en juillet dernier, cause sacrée pour le Maroc et pour l'Algérie. On a choisi le Maroc. A-t-on la moindre chance de renouer avec l'Algérie? D'abord, il n'y a pas de good cop et de bad cop. Chacun est dans son rôle. Le ministre de l'Intérieur, il est chargé d'assurer l'ordre public sur notre territoire. Et lorsqu'il identifie, interpelle des influenceurs qui appellent au crime, qui appellent au meurtre, qui appellent à la haine sur les réseaux sociaux, c'est normal qu'il fasse preuve de fermeté. Il veut aussi revoir les accords de 68. Moi, mon job, c'est de trouver des solutions et de faire en sorte que nos deux pays, l'Algérie et la France, de grands pays de la Méditerranée, de pays voisins, puissent dépasser, surmonter cette période de tension et revenir aux efforts qu'ils avaient initiés en 2022 pour dresser en gros une stratégie de coopération qui a été signée par les deux présidents. En 2022, Emmanuel Macron était allé à Alger. Voilà, avec une déclaration qui définissait les termes de notre coopération. Parce que l'on pense à la migration, que l'on pense à l'économie, que l'on pense au reste, c'est par la coopération qu'on obtient les meilleurs résultats. J'en veux pour preuve qu'à partir du moment où nous avons signé cette déclaration d'Alger en 2022, qui était dans l'intérêt des deux pays, nous avons multiplié par 3 le nombre d'éloignements d'Algériens en situation irrégulière en France. Donc la coopération, même sur la question de l'immigration irrégulière, ça fonctionne. Bon, maintenant que tout est cassé. Alors évidemment, juste un point quand même qui est important, puisque ça revient beaucoup dans les images que vous avez projetées. Il y avait un point de départ de ce redémarrage de la relation avec l'Algérie, qui était la question de la mémoire, la question mémorielle. Et c'est pour ça que le président de la République a demandé à Benjamin Stora, un grand historien, de faire ce travail de mémoire et à partir de là, de commencer à initier un certain nombre de reconnaissances. La dernière qui a eu lieu, c'était le 1er novembre, avec la reconnaissance de l'assassinat de Larbi Ben Mehdi. Donc on traite les questions mémorielles. Et ensuite, comme on l'a fait avec d'autres pays de la Méditerranée, dont le Maroc, eh bien on s'engage dans une coopération franche, dans laquelle chacun défend ses intérêts. Et mon job, c'est de défendre les intérêts des Français. Elle existe le dialogue, ils veulent même pas... Enfin, vous avez émis le souhait de vous rendre à Alger, il n'y a pas de réponse. Donc le dialogue est officiellement interrompu. On est dans une situation de tension qui empêche la tenue d'un dialogue serein, y compris sur des sujets... Vous étiez en train de me poser la question sur l'accord de 68 vis-à-vis de l'Algérie. En 2022, les Algériens et les Français ont dit qu'il fallait peut-être regarder pour une 4e fois le faire évoluer. Mais pour ça, il faut que les conditions se stabilisent et qu'on revienne à une forme de normalisation. Et j'appelle les Algériens, évidemment, à mettre de côté cette surenchère qui n'est ni dans l'intérêt de l'Algérie, ni dans l'intérêt de la France. Donc il faut laisser passer un peu de temps, mais là, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Et en tout cas... Alors, non, je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire, parce que lorsque les intérêts français sont atteints, s'ils sont atteints, s'ils continuent d'être atteints, nous serons bien obligés d'en tenir compte. Et c'est pourquoi le président de la République et le Premier ministre ont demandé aux membres du gouvernement d'y réfléchir pour les suites à donner, les mesures à prendre. Lors d'une réunion bientôt. Lors d'une réunion qui aura lieu bientôt. Mais je crois que plus largement et plus généralement, et si on se projette au-delà de l'horizon de la semaine ou du mois, nous avons besoin de retrouver une relation sereine et équilibrée pour défendre nos intérêts et tirer le maximum de notre relation avec ce pays voisin. Ces tensions, elles se déroulent sur le fond d'un débat toujours aussi passionné en France sur la question de l'immigration, avec notamment la polémique sur l'expression employée par François Bayrou de sentiment de submersion migratoire. Alors, des propos qu'il n'a pas reniés, mais qu'il a nuancés dans une réponse écrite qui a été lue cet après-midi devant les sénateurs. Il y expliquait que c'est le devoir de la France d'accueillir correctement ceux qui viennent dans notre pays, que la question c'est la panne de l'intégration, tout en rappelant qu'il était impossible d'écarter ce que les Français éprouvent et expriment quand ils disent leur sentiment de submersion migratoire. Il n'empêche, les mots ont choqué. Vous auriez employé cette expression empruntée à l'extrême droite? Je crois qu'il faut bien entendre ce que le Premier ministre a dit. D'abord chez vos confrères d'LCI, ensuite à l'Assemblée hier et puis aujourd'hui au Sénat. Sa vision, elle est très claire. Il dit d'ailleurs que l'immigration doit permettre de trouver des solutions pour un certain nombre de secteurs, pour un certain nombre d'entreprises. Et quand on est élu, comme je le suis, d'un territoire, comme les Yvelines, eh bien on est en permanence interpellé par des entreprises, par des artisans qui ont besoin d'obtenir la régularisation d'un certain nombre de travailleurs. Et ça, François Bayrou le reconnaît parfaitement. En même temps,
il dit très clairement que nous ne pouvons nous satisfaire de la situation sur le front du contrôle de l'immigration irrégulière. Parce que la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière n'est pas accomplie dans la plupart des cas, et parce que cela donne à nos concitoyens le sentiment que l'État est défaillant. Et parfois, dans certains territoires, le sentiment que cette défaillance de l'État conduit effectivement à ce sentiment de submersion, en tout cas le sentiment d'une disproportion, puisque c'est ce terme qu'il avait utilisé le premier, d'une disproportion. Et donc pour ça, reprendre en main notre politique migratoire, c'est à la fois faire beaucoup mieux et travailler de manière beaucoup plus efficace pour intégrer celles et ceux qui entrent de manière légale sur notre territoire, et agir beaucoup plus résolument et beaucoup plus efficacement pour éloigner les étrangers en situation irrégulière. Aux États-Unis, Donald Trump, il ne parle pas de submersion, mais d'invasion. C'est un fantasme sur lequel il fonde sa politique migratoire en promettant de lancer le plus grand programme d'expulsion de l'histoire américaine, une politique qui, si elle est menée à bout, va avoir des conséquences bien au-delà des frontières américaines. Je ne crois pas. En tout cas, je ne me sens pas du tout, pour ma part, influencé par les positions de Donald Trump. Et je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'il faut une immigration zéro ou qu'il faut réduire le nombre, la présence ou qu'il faut réduire l'immigration comme un problème majeur qui mettrait en cause l'identité française. Mais je suis convaincu que si nous ne parvenons pas à résoudre et nos problèmes d'intégration et nos problèmes d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, alors d'autres viendront avec des solutions beaucoup plus radicales comme celles que porte M. Trump, qui, cette fois-ci, placeront le pays devant une impasse. Parmi les solutions radicales de Donald Trump, le président américain veut annexer le Groenland. Samedi dernier, il a même répété qu'il obtiendrait ce territoire autonome danois et que Copenhague finirait de toute façon par céder. Alors hier, la première ministre danoise était à Paris pour demander à l'Europe d'être solidaire avec son pays. Vil jeg gerne sige, så er det helt afgørende for Danmark i den her situation, at vi står sammen i Europa. Det der er det meget, meget klare budskab fra Norden til Europa, men faktisk også med venner uden for Europa, det er selvfølgelig skal der stå respekt om territoriet og staternes suverænitet, så er europæisk sammenhold og europæisk styrke det allervigtigste. C'est le signe qu'il faut prendre ces menaces au sérieux. Et est-ce que l'Europe, elle, saura-t-elle résister à Donald Trump si il va jusqu'au bout de ces menaces? Ce qui est clair, c'est que les frontières de l'Europe ne sont pas négociables, ni à l'ouest, ni à l'est, ni au nord, ni au sud. Et que parce que nous avons avec les autres pays de l'Union européenne des liens de solidarité très forts, nous devons aux pays dont l'intégrité territoriale est mise en cause la pleine solidarité. Et c'est pour ça que le président de la République a reçu la Première ministre pour faire le point sur la situation. Ensuite, je crois qu'il faut aussi dépasser certaines des déclarations de Donald Trump pour comprendre véritablement où se situe le problème et d'où lui vient en quelque sorte cette Quel expression. est l'enjeu derrière? Voilà, quel est l'enjeu? Il y a plusieurs enjeux, mais il y en a un qui est très important, qui est celui de la sécurité dans l'Arctique. Le dérèglement climatique conduit à l'ouverture de nouvelles voies navigables sur les pôles, et en particulier au pôle Nord. Ce qui peut provoquer, pour l'Europe comme pour les États-Unis, des enjeux de sécurité nouveaux. Et en particulier l'accès à certaines grandes puissances comme la Russie ou comme la Chine qui, dans la période récente, ont montré une certaine hostilité vis-à-vis de l'Union européenne au travers de la guerre d'agression russe en Ukraine ou du soutien à la guerre d'agression russe en Ukraine. Et donc il n'est pas tout à fait surprenant que les Américains et les Européens commencent à se poser des questions. Est-ce que ça doit passer par une redéfinition des frontières ? Absolument pas. Et de toute façon, vous le savez, même si le Groenland est un territoire qui est rattaché au royaume du Danemark, son avenir est aussi entre les mains du peuple groenlandais, qui sera amené à se prononcer sur cette question. Et personne ne peut dicter au peuple groenlandais ce qu'il lui appartient de faire. C'est aussi à l'Union européenne de pouvoir montrer au peuple groenlandais, ou de pouvoir l'amener à avoir une certaine fierté et un sentiment d'appartenance à notre Union, qui doit être plus forte qu'elle a pu l'être par le passé, dans un moment de grand désordre mondial. L'Ukraine est entrée dans une période cruciale. Chacun se demande quelles seront les initiatives de Trump qui avait promis de régler la guerre, le conflit très, très rapidement, mais ça se prendra au moins plusieurs mois. Poutine, hier, a pris les devants en proposant des discussions avec l'Ukraine, mais à des conditions particulières.
Переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать. Но если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста. Ну, я думаю, что его спонсоры западные, они же не могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и в широком смысле говоря, патроны. Все закончится через месяц, полтора-два. Donc il veut bien négocier avec Trump, il veut bien qu'il y ait des Ukrainiens, mais pas Zelensky. C'est acceptable ou c'est une façon de retarder encore d'éventuelles discussions? C'est intéressant en tout cas d'entendre Vladimir Poutine parler de négociations et même de paix. Ça n'était pas tout à fait le cas il y a encore 10 jours de cela. À mon avis, ce n'est pas tout à fait indépendant de l'ultimatum que lui a fixé Donald Trump, où tu viens à la table des négociations, ou alors je vais déployer toutes les mesures, tout l'arsenal de sanctions, de tarifs qui sont à ma disposition pour te forcer à le faire. En revanche, il est évidemment impensable d'imaginer une négociation à laquelle les Ukrainiens ne participeraient pas. Et les Européens? Et les Européens non plus. Pourquoi? Parce que c'est quand même les Ukrainiens qui se battent aujourd'hui. Si l'on veut atteindre une paix, encore faut-il que les Ukrainiens y consentent et qu'ils cessent les combats. Comment voulez-vous imaginer une négociation dans laquelle ceux qui se battent sont exclus? Ils ne cesseront pas de combattre s'ils ont l'impression qu'une paix leur est imposée. Quant aux Européens, c'est leur sécurité, c'est notre sécurité qui est en jeu. Aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens qui se battent, je ne veux pas dire à notre place, parce que c'est leur territoire qui est agressé par la Russie, mais qui se battent en notre nom. Et chaque fois que la Russie grignote partie du territoire ukrainien, la Russie se rapproche de nous. C'est nous donc qui allons devoir veiller, cette fois-ci et une bonne fois pour toutes, à dissuader la menace de se déplacer un peu plus vers l'ouest. Parce que l'Ukraine, rappelez-vous, ça fait maintenant longtemps qu'on en parle. En 2014, déjà, il y a eu des cessez-le-feu, en 2015 aussi. Mais tout ce qui a été fait à l'époque par les partenaires internationaux n'a pas suffi à dissuader Vladimir Poutine. Donc si on veut que la paix soit juste, mais qu'elle soit durable, et à mon avis, c'est l'intention de Donald Trump, alors il faut évidemment impliquer les Européens qui joueront un rôle décisif pour garantir la paix. Un mot sur l'état des relations diplomatiques entre la France et les États-Unis. Benjamin Haddad, le ministre délégué chargé de l'Europe, se rend pendant 5 jours à Washington et à Boston. Aucune rencontre n'est prévue avec l'administration Trump. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le moment ou vous préférez établir vous-même le contact? Parce qu'il a été invité à une conférence à Harvard à laquelle il va participer. C'est très utile pour pouvoir faire entendre la voix de la France et la voix de l'Europe. Cependant que, pour ma part, j'ai échangé ce lundi avec mon homologue Marco Rubio, que j'ai invité à venir la semaine prochaine à Paris pour participer à une réunion que nous organisons sur la Syrie et son avenir. Et ça sera l'occasion aussi de faire un point de l'ensemble des sujets, puisque nous en avons un certain nombre, à commencer par l'Ukraine, la Syrie bien sûr, mais aussi le Liban, le Proche-Orient et bien d'autres. Un mot, oui. Non, un mot, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous avez des nouvelles récentes et fraîches de Boualem Sansal, qui est sorti de l'hôpital pour retourner en prison? Il a été soigné, mais il est retourné en prison. Est-ce que vous avez accès à des contacts, soit de la part des autorités, soit des proches de Boualem Sansal en Algérie? Merci de rappeler que notre compatriote Boualem Sansal est aujourd'hui en détention dans une prison algérienne. Nous sommes très préoccupés par les conditions de sa détention, mais aussi par sa santé, puisqu'il a dû être soigné ces dernières semaines. Sa famille peut lui rendre visite une fois par semaine, et c'est ainsi que nous avons des nouvelles de lui, parce que jusqu'à présent, les autorités algériennes ont refusé ce qu'on appelle la protection consulaire. C'est ce qui est en général de droit. Lorsque vous êtes un Français à l'étranger et détenu, l'ambassadeur ou le consul peut venir vous rendre visite. Jusqu'à présent, nous n'y avons pas eu droit. Et son avocat français non plus, d'ailleurs. Et son avocat français non plus. Donc par son avocat algérien, par sa famille qui lui rend visite régulièrement, nous avons des nouvelles et nous espérons que sa situation puisse avancer. J'en profite, puisque vous parlez de Boualem Sansal, et même si ça peut paraître un peu éloigné à certains, pour vous dire que ce sujet des otages et des personnes détenues arbitrairement autour du monde est une question qui est sans doute la plus lourde à porter quand on exerce mes fonctions. Et ça concerne aussi 3 Français qui Absolument. sont détenus en Iran. Merci de le rappeler. Puisqu'on arrive au millième jour de la détention arbitraire de Cécile Collère et de Jacques Paris, qui sont otages d'État en Iran, dans des conditions que nous connaissons à peine tant nous avons peu accès à eux.
qui ont été forcés à des aveux factices, qui sont dans des cellules éclairées jour et nuit et sans doute amenés à dormir sur le sol, qui n'ont que des accès très limités à leur famille dans des conditions qui ne leur permettent pas de s'exprimer, et dont nous espérons très vivement, et nous l'avons dit aux autorités iraniennes, la libération incessante. Et puis, il y a un troisième otage. Il y a un troisième otage qui est Olivier Grondeau, dont les conditions sont un peu meilleures, mais qui a eu le courage le 13 janvier de dire les conditions de sa détention, au risque qu'elle s'aggrave. Donc nous avons adressé des messages très fermes aux autorités iraniennes en leur disant pas de dialogue bilatéral, pas de levée des sanctions possibles tant que nos otages ne seront pas libérés. Et j'ai appelé ce lundi l'Union européenne, à son tour, à prendre des sanctions à l'encontre des responsables de cette détention arbitraire. Et je finirai en disant, parce que c'est important de le savoir, que l'accompagnement à nos otages ou ex-otages ne s'arrête pas le jour de leur libération. J'ai échangé par lettre interposée avec ceux qui ont pu sortir de la détention en Iran et qui peinent encore, après des mois et parfois des années, à se reconstruire. Et donc nous réfléchissons à la manière d'améliorer encore l'accompagnement que nous leur devons, parce que d'une certaine manière, c'est du fait de leur nationalité française qu'ils ont souffert ces épreuves.